Il y a quelques temps, je traînais sur Home Station et je suis retombé sur un jeu qui m'a fait avoir une montée de nostalgie qui était assez dingue. Vous avez vu le titre, vous savez qu'aujourd'hui je vais vous parler de Ratchet & Clank, et Ratchet & Clank c'est une série sur laquelle j'ai passé des dizaines d'heures quand j'étais petit. Pour être plus précis, c'est pas sur toute la série que j'ai passé beaucoup de temps, c'est vraiment sur Ratchet & Clank 3 et Ratchet & Clank A Crack in Time. Et le reste de la série était complètement inconnu pour moi. Donc vous imaginez bien qu'il m'a pas fallu plus de quelques secondes pour me lancer dans l'aventure et voir ce que donnait ce premier opus de la saga Ratchet & Clank. Dans cette vidéo, on se penche sur le cas de Ratchet & Clank 1. Pour la petite présentation du jeu, Ratchet & Clank c'est un action platformer 3D sorti en 2002 dans lequel on incarne Ratchet, un extraterrestre à l'allure de félin, et Clank, son compagnon robot. Ces deux compagnons vont passer de planète en planète pour contrecarrer les plans du président Drake. Et pour ça, tout au long de son périple, Ratchet va récupérer de nouvelles armes et de nouveaux gadgets qui vont ouvrir l'espace de jeu. Le jeu est développé par Insomniac Games qui avait brillé sur l'ère PS1 avec leur série Spyro le Dragon, et il semblerait que pour l'ère PS2, l'ambition c'était d'aller rivaliser avec les géants du platformer action que sont Tomb Raider et Zelda. Ils vont d'abord travailler sur un premier projet, Girl with a Stick, qui se passe un peu dans un univers maya, aztèque, et ensuite ils auront cette idée d'extraterrestres qui voyagent dans l'espace avec tout un arsenal d'armes complètement loufoque. Je précise également qu'il y a une forme de collaboration avec le studio Naughty Dog, au moins sur le plan technologique. En fait, les deux entreprises partageaient leurs locaux et travaillaient tous les deux sur des jeux PS2. Naughty Dog travaillait sur Jak and Daxter et Insomniac Games travaillait sur Ratchet & Clank. Évidemment, on reviendra dessus un peu plus tard, mais la grande variété d'armes dans Ratchet & Clank a posé des réels soucis à l'équipe parce que l'architecture de la PS2 n'était pas encore bien maîtrisée. Donc pour des notions de physique un peu complexes, certaines armes ont dû être oubliées. Et à partir de 70 dans les prototypes, on passera une trentaine dans la version finale. Et dans de nombreuses interviews, l'équipe mettra en avant le fait qu'ils avaient l'envie que chaque tir de chaque arme soit un petit shot de dopamine en soi, et que le feedback des armes et même de la clé à molette soit très bon. Et ça, on va le voir avec la partie critique, c'est plutôt quelque chose qu'ils ont réussi. Et ces critiques, justement, ils vont saluer à la fois le gameplay, les graphismes et le feedback du jeu. Par contre, le scénario, lui, sera extrêmement critiqué. Mais on y reviendra quand ce sera le moment. Dans l'ensemble, le jeu se vendra extrêmement bien et il sera réédité notamment avec l'ensemble de sa trilogie sur PlayStation 3. La réussite du jeu va permettre le développement de suites avec de nombreux jeux, des spin-offs notamment, et en 2016, il y aura même un film Ratchet & Clank qui sortira au cinéma. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur le contexte de développement du jeu, je vous propose de passer à la présentation des différentes mécaniques et des différents systèmes de jeu. Pour commencer, parlons un peu de la structure du jeu. Le jeu se découpe en nombreuses planètes qui sont pas des mondes ouverts, mais pas non plus des couloirs. En fait, vous allez avoir une ramification de tout un tas de couloirs qui partent du spawn de la planète. Et vous allez avoir de 2 à 4 objectifs sur cette planète qui sont des morceaux de la planète qui vont à chaque fois vous rapporter une récompense. Ça peut être un gadget qui va donner un nouveau pouvoir à Ratchet, mais également ça peut être un info-robot qui va déclencher une cinématique de 2 à 3 minutes, on va dire, qui va vous permettre d'accéder à une nouvelle planète. Et rebelote. Et cela sur 12 heures d'après How Long to Beat et sur 18 planètes. À savoir qu'il y a un petit peu de backtracking avec un nouveau gadget qui peut débloquer des opportunités sur les anciennes planètes. Ça reste par contre très optionnel et on va surtout y trouver des collectables qui permettent d'obtenir des armes de post-game. Et cette notion de backtracking, elle me permet d'embrayer sur la partie platforming du jeu. À la base du jeu, Ratchet c'est un personnage de jeu de plateforme assez classique. Il peut marcher, courir, sauter, double sauter, attaquer en mêlée, se mettre en position de visée, lancer sa clé, et ça s'arrête là. Et l'une des grosses idées de Ratchet & Clank, c'est que plutôt que de gagner des compétences ou de l'XP, Ratchet va débloquer tout au long du jeu de nouveaux gadgets et des améliorations pour son compagnon Clank, qui vont lui permettre d'étendre énormément sa palette de mouvements. Et dans l'idée, ça fait très Metroid en 3D. Samus récupère des améliorations qui lui permettent de passer soit au-dessus de gouffres, soit dans des petits tunnels. Bah là c'est pareil, Ratchet va débloquer un hélipack qui va permettre à Clank de le faire planer. Donc en vrac, au cours du jeu, on va récupérer l'hélipack dont on vient de parler, qui permet d'atteindre des plateformes plus élevées à la fois en sautant et en planant, le swinger, qui est un grappin, qui va nous permettre de s'accrocher à des points précis du scénario, les glissobots, qui vont donner lieu à des phases de déplacement sur des rails, les magnétibots, qui vont nous permettre d'accéder à certaines surfaces, donc parfois sur les murs ou sur le plafond, mais également l'hydropack, qui va nous permettre d'aller très vite sous l'eau,
le casque de respiration aquatique qui nous permettra de respirer sous l'eau, et enfin le Propulso Pack qui nous permet de nous déplacer très vite et qui va être une amélioration de l'Helipack. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette accumulation de gadgets va donner au fur et à mesure de la partie à Ratchet tout un grand panel de mouvements à utiliser, puisqu'en plus de ceux que je viens de vous présenter, il y a tout un tas d'autres gadgets qui servent beaucoup plus ponctuellement sur un type d'obstacle particulier, qui vont être des freins à la progression. Et c'est à travers cette palette de mouvements et ces gadgets que va se constituer la partie platformer du jeu. Ça se résume bien souvent à quelques sauts d'une plateforme à une autre au-dessus du vide, ou à escalader des murs en sautant de l'un à l'autre. Et en fait, on se rend bien vite compte que cette notion de platformer va surtout être là pour rendre un petit peu unique les phases d'action. On va ajouter dans les phases d'action un petit peu de platforming. On l'a dit, le platforming va surtout se reposer sur l'accumulation de gadgets. Mais ces gadgets, pour les obtenir, bien souvent il va falloir payer. Et quand il s'agit d'argent dans l'univers de Ratchet & Clank, on va évidemment parler des boulons. Ces boulons, vous allez les obtenir en cassant des caisses et en tuant des ennemis. Et comme pour les armes, Insomniac Games a vraiment mis l'emphase sur le feedback qu'on a en ramassant les boulons. Ici, contrairement à dans par exemple Mario 64, pour citer que le mastodonte du style, il n'y a pas besoin d'aller marcher sur les boulons. Les boulons ils viennent vers vous de relativement loin avec un bruit qui est hyper satisfaisant. Et l'objectif c'est que vous ayez envie de casser les caisses, de tout casser autour de vous pour récupérer ces boulons parce que le feedback est super agréable. Ces boulons, une fois arrivés à des stations de vente qu'on trouve un peu sur toutes les planètes mais surtout à l'entrée des niveaux, ils vont vous permettre d'acheter de nouvelles armes. La boutique se met à jour au fur et à mesure de l'aventure avec sur chaque planète de nouvelles armes à acheter, mais également de recharger ses armes en achetant des munitions. En plus de ça, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, parfois on va vous demander sur une planète d'acheter soit un info-robot qui vous donne l'accès à la planète suivante, ou un gadget. Ces boulons vont se trouver en quantité limitée à travers le jeu, et un joueur qui fouille méthodiquement chaque planète et qui tue tous les ennemis pourra normalement acheter à peu près toutes les armes à mesure qu'il avance dans l'aventure. Par contre, pour un joueur qui rush un peu plus, il va falloir parfois farmer. En plus de ça, il existe un deuxième système économique bien plus caché dans le jeu, les boulons en or. Les boulons en or, c'est des collectables qu'on va trouver répartis sur toutes les planètes et qui vont être en général bien cachés. Il en existe une quarantaine dans le jeu, et leur fonction principale dans ce premier jeu, c'est d'acheter les armes en or. Alors qu'est-ce que c'est les armes en or? Elles sont systématiquement plus puissantes que leur version classique, et parfois elles ont carrément des effets bonus. Pour les obtenir, il faudra se rendre dans une zone cachée d'une des dernières planètes du jeu. Alors elle n'est pas extrêmement bien cachée, mais elle est quand même un peu cachée. Et pour les obtenir, il va falloir débourser une certaine quantité de jetons en or. A titre d'exemple, dans ma partie, j'ai pu acheter une arme en or avec tout ce que j'avais récolté. Alors après, je suis pas un joueur qui explore beaucoup, mais quand même. Les armes en or sont souvent vues comme complètement facultatives, mais en posséder une ou deux facilite considérablement le boss final qui sinon est assez dur. Et c'est la transition parfaite pour vous parler du dernier gros système de jeu qu'on n'a pas encore évoqué, le système d'action et de combat. Ce système, il est grandement basé sur tout un tas d'armes à projectiles qui sont extrêmement variées et parfois complètement loufoques. Mais dans ce premier opus, ça reste assez subtil. Il faut économiser ses munitions, utiliser la clé à molette quand c'est nécessaire et surtout bien choisir l'arme à utiliser dans chaque situation. Il faut noter qu'il n'y a pas vraiment de visée libre, Certaines armes vont avoir une option qui va vous permettre de viser, d'autres auront simplement une visée automatique quand votre caméra pointe à peu près la direction de l'ennemi. Comme je l'ai dit, chaque type d'arme a son propre type de munitions, et gérer ses stocks sera une composante vraiment importante du système de combat. On notera que pour recharger ses munitions, en plus du système d'achat qu'on a déjà évoqué, il y a des caisses qui comportent des munitions et qu'on trouve à des points clés des niveaux. Le système de barre de vie du personnage est quant à lui assez classique. Ratchet dispose d'une barre de vie qu'on appelle nanotech et qu'il pourra recharger via des caisses spécifiques qui lui redonnent de la vie. Et il n'y a pas de régénération de vie en dehors de ça. Et les caisses, que ce soit de soins ou de munitions, vont participer à cette envie que les développeurs ont que vous cassiez absolument tout ce qui est cassable dans les niveaux. Et il y aura 2/3 d'augmentation de cette barre de vie à récupérer au cours de l'aventure. Et comme je l'ai déjà dit plus tôt, ce système de combat va s'imbriquer parfaitement avec le système de platforming, puisque beaucoup de situations vont vous mettre dans une position de devoir réussir un challenge de platforming tout en vous battant. Avec ça, on a couvert tous les systèmes de jeu principaux de Ratchet & Clank 1. Mais le truc, c'est Ratchet & Clank 1, il s'arrête pas à ces systèmes de jeu. Et très régulièrement, il va venir insérer des phases de gameplay alternatives, voire des mini-jeux à la progression.
Alors parfois c'est facultatif, mais bien souvent c'est obligatoire. Et on va détailler ces différentes phases de jeu. À mes yeux, la première catégorie de variation au gameplay original, c'est ce que j'appellerais les puzzles / réflexions. Dans cette catégorie, on va pouvoir retrouver les énigmes qui font intervenir le crocheteur, l'hydrodéplaceur ou le déguisement holographique. Ces 3 gadgets vont permettre des petites phases d'énigmes qui vont s'étaler un petit peu sur toute la durée du jeu. Mais le gros morceau en ce qui concerne les gameplays annexes, c'est vraiment les mini-jeux à part entière. Ces phases de jeu ont un gameplay qui est totalement original du gameplay de base de Ratchet, à savoir une course d'overboard qui a un gameplay de jeu de course très arcade, les phases en rail qui vont être une autre facette du platforming de Ratchet & Clank. Concrètement, vous avancez sur le rail et il faut éviter des obstacles. Les phases en tourelle fixe, où il va falloir piloter une tourelle dans un jeu de tir à la première personne. Les phases en vaisseau, où vous pilotez un vaisseau dans un jeu de tir à la troisième personne. Et enfin, les phases avec Clank. Donc ça, c'est des phases de jeu un peu particulières où vous contrôlez Clank qui va pouvoir donner des ordres à tout un tas de petits robots dans des phases qui ressemblent à ce que Ratchet a, mais plus tourné réflexion que combat. Et avant de s'attaquer à la partie scénario, on va parler un petit peu de l'esthétique et de la mise en scène du jeu. Donc sur ce plan esthétique, Ratchet & Clank il adopte un style qui est très cartoonesque et qui va aller chercher du côté de la science-fiction. Les différentes planètes présentent des environnements très variés, à la fois des cités futuristes, mais aussi des bases spatiales, des planètes aquatiques, il y en a pour tous les goûts, avec des palettes de couleurs qui sont vraiment liées à chaque planète. En plus de ça, à chaque planète, on va associer une ambiance sonore qui lui est spécifique, et une architecture qui, elle aussi, lui est spécifique. En ce qui concerne l'écriture et la mise en scène, Ratchet & Clank va chercher du côté de la satire et de l'humour. On parle de sujets qui pourraient paraître très sérieux, destruction de planètes, pollution, guerre, mais en fait, c'est traité avec un ton qui est tellement absurde et rigolo que rien n'est pris au sérieux. Et pour raconter son histoire, le jeu va passer par des petites cinématiques qui sont bien souvent liées aux inforobots qui débloquent une nouvelle planète, je rappelle, à l'issue d'une petite cinématique. Donc si cinématiques durent 2, 3, 4 minutes parfois, et vont introduire une nouvelle planète. Maintenant que je vous ai bien expliqué ce à quoi on peut s'attendre si on lance le jeu, eh bien on va passer à la petite partie scénario. Qu'est-ce que ça raconte ? Et comme d'habitude, on va commencer par un petit synopsis qui spoile pas, puis ensuite je vous spoilerai complètement tout le jeu. L'histoire de Ratchet & Clank, elle nous amène dans une galaxie lointaine qui est en proie au chaos. On va y faire la rencontre de Ratchet, qui est un jeune mécanicien passionné par l'aventure et par les voyages interstellaires, qui va rencontrer Clank, un petit robot qui est tombé du ciel sur sa planète. Les deux vont être obligés de faire équipe pour contrecarrer les plans du président Drake, qui a pour ambition de construire une nouvelle planète à partir de tout un tas de morceaux qu'il aura récupérés en détruisant d'autres planètes. Nos deux compagnons vont donc traverser toute la galaxie en essayant de contrecarrer les plans du président Drake, pour au final tenter de sauver la galaxie. L'histoire du jeu commence sur la planète Veldin, qui est la planète d'origine de Ratchet, qui est un jeune lombax qui aime bricoler. Il rêve de quitter sa planète, mais malheureusement son vaisseau ne peut pas décoller. En parallèle de ça, on nous montre une usine dans laquelle un petit robot est construit, Clank. Il s'échappe après avoir découvert un enregistrement suspect, il découvre que le président Drake, qui dirige la planète des Blargs, prévoit de détruire plusieurs planètes pour créer une planète qui serait exclusivement destinée à son espèce. Coup du hasard, Clank finit par s'écraser sur la planète Veldin et il est retrouvé par Ratchet. Clank permettant à Ratchet de faire décoller son vaisseau, il va accepter de l'emmener à la recherche du Capitaine Quark, qui est censé être un super-héros intergalactique. Et la première partie de l'aventure va consister à traquer le Capitaine Quark pour tenter de le retrouver. Clank est persuadé que lui seul peut sauver la galaxie des plans du président Drake. Le duo va être fortement malmené en découvrant que Quark est un traître et qu'il travaille pour le président Drake en échange d'une place privilégiée au sein de son régime. Ratchet, uniquement motivé par l'appât du gain et l'esprit d'aventure, va reprocher à Clank sa naïveté face aux agissements du capitaine Quark. Le dernier arc du jeu va accélérer tout ça puisque les deux héros vont découvrir que le président Drake prévoit de détruire la planète Veldin, donc la planète d'origine de Ratchet, pour y mettre sa nouvelle planète artificielle, puisqu'elle serait sur l'orbite parfait. Comprenant enfin à quel point il avait été égoïste face au malheur de toute la galaxie, Ratchet se sent concerné, les deux compagnons vont affronter et vaincre le président Drake, et dans une cinématique finale, on comprend que leur amitié est née et que Ratchet a grandi. Bien, alors maintenant que vous êtes familier avec à la fois les mécaniques du jeu, mais également ce que le jeu raconte, je vous propose de passer à ma critique.
Et pour ce faire, on va commencer par détailler les points sur lesquels ce premier Ratchet & Clank brille. Et ce sera pas difficile à trouver, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que ce premier Ratchet & Clank, c'est un jeu qui foisonne de bonnes idées. Et ça, les critiques de l'époque l'avaient déjà mis en avant. Quand on fouille un peu les avis qui ont été donnés en 2002, donc à la sortie du jeu, on se rend compte que la presse met souvent en avant le côté créatif et le fait qu'on ne s'ennuie jamais dans ce jeu. Et pour le coup, même si le jeu il a un peu vieilli, je trouve que cet avis il est toujours pertinent en 2025. Un des premiers points sur lequel le jeu brille, c'est le fait que chaque planète essaye d'introduire une nouvelle mécanique. Que ce soit via un nouveau type d'obstacle, un nouveau type de challenge, ou tout simplement un nouveau gadget ou des nouvelles armes. Et ça va avoir l'effet de renouveler constamment l'intérêt que vous avez en arrivant sur chaque planète. Et ça participe aussi à donner de l'identité à chaque planète. On l'a dit, chaque planète a son propre design, ses propres musiques, mais le fait que chaque planète propose des challenges qui sont un petit peu différents, ça leur donne aussi beaucoup d'identité. Ce que j'aime bien, c'est que le jeu s'attarde pas trop sur chaque idée, et ça ce sera un gros défaut du second jeu qu'on traitera un peu plus tard, mais globalement, dans ce premier Ratchet & Clank, le jeu lance une nouvelle idée, on la fait pendant 10-20 minutes, et ensuite on passe à autre chose. Et j'ai envie d'associer ça à des gameplays de platformers plus modernes, comme par exemple Shovel Knight ou même Mario Galaxy, qui sont sortis bien après. Ces jeux généralement proposent des petites idées de gameplay intéressantes, les traitent sur un ou deux niveaux, ou un ou deux tableaux, et ensuite on passe à autre chose. Bah là c'est un peu la même idée. Alors c'est plus archaïque, parce que c'est plus vieux, et que Ratchet & Clank, on l'a dit, c'est pas simplement un platformer, mais c'est intéressant à noter. Un autre point qui a beaucoup plu à la presse à l'époque, c'est vraiment la direction artistique. Et ça, on l'a dit, c'est une des grosses forces du jeu. Chaque planète a sa propre identité, que ce soit par le gameplay, par la musique ou par le design. Et ça, même en 2025, c'est plutôt réussi. Et à mon humble avis, cette direction artistique cartoonesque, elle accentue énormément la nostalgie des joueurs de l'époque. Parce que forcément, c'est un univers un peu enfantin et cool, donc ça accentue la nostalgie de ceux qui y ont joué étant petits. Un point qui m'a bluffé quand j'ai testé le jeu, c'est la simplicité avec laquelle le jeu va varier les gameplays. On l'a dit, le jeu propose tout un tas de phases de gameplay alternatives. Et ce que je trouve génial, c'est qu'il n'y en a aucune qui est forcée. C'est toujours fun parce que c'est jamais ultra dur. On va recommencer une fois, deux fois, peut-être si on n'a pas bien compris les mécaniques, mais c'est toujours marrant parce que ces phases de jeu constituent jamais des murs qui vont vous bloquer. Et je trouve ça très malin, parce que ça accentue le fun qu'on a à jouer ces scènes en fait. Le rythme aussi est une des grandes forces du jeu. Alors on s'entend, on parle d'un jeu qui dure 10 heures, donc forcément le rythme est plus facile à gérer que dans un JRPG qui en dure 80, néanmoins ça reste une des immenses qualités du jeu. On s'ennuie jamais dans Ratchet & Clank. Ce rythme il fonctionne super bien avec des nouvelles planètes qui s'enchaînent à un rythme assez soutenu, avec quelques objectifs par planète, et la possibilité pour les plus gros explorateurs d'aller utiliser les gadgets qu'on vient d'acquérir sur les anciennes planètes. Et pour ceux qui sont vraiment avides de challenge et de difficultés, elle réside dans le fait de fouiller chaque mètre carré de chaque planète avec chaque gadget pour dénicher les boulons en or. Avec une vraie récompense pour ceux qui y arrivent, les armes dorées qui sont complètement cheatées. Et enfin la grosse qualité que j'avais déjà évoquée plus tôt dans la vidéo, c'est vraiment le feedback du jeu. Que ce soit les destructions de caisses, les coups au corps à corps, les armes, tout est agréable à utiliser sur le plan visuel et sonore. Et ça c'est le cocktail juste parfait pour rendre le joueur accro et qui relance successivement des parties de New Game Plus pour accumuler les boulons. Et c'est ce que je faisais quand j'étais petit. Maintenant il y a aussi beaucoup de plans sur lesquels le jeu soit vieillit, soit avait des défauts à l'origine, et malheureusement on va pas pouvoir passer à côté. Ma grosse bête noire quand on parle de ce premier Ratchet & Clank, c'est vraiment l'ergonomie du titre. Il y a un tas de choses qui sont soit complètement datées, soit qui étaient complètement à la ramasse déjà à l'époque. Le premier point, même si c'est loin d'être le pire, c'est la caméra. Après quelques secondes sur le premier niveau, il y a quelque chose qui m'a choqué. Pourquoi la caméra est inversée de base? Alors je sais que c'était une convention un peu chelou de l'époque, et qu'on peut le modifier dans les options, mais en 2025 c'est vraiment bizarre d'arriver dans un jeu où la caméra est inversée. Entendons-nous bien, c'est pas une catastrophe, c'est pas un très gros défaut puisqu'on peut le modifier dans les options, mais en fait c'est le premier truc qui m'a fait tiquer en lançant le jeu en me disant « Ah ouais, on est vraiment sur un jeu qui a plus de 20 ans ». Un deuxième point qui est lui bien plus problématique en termes d'ergonomie, c'est la gestion de son arsenal d'armes. Ratchet & Clank utilise un système de roue des armes où en fait vous avez une touche qui est dédiée au changement d'armes, vous allez appuyer de base sur triangle et ça va vous ouvrir une roue avec les différentes armes. Tu choisis une arme, tu sors de la roue et hop, tu as la nouvelle arme dans les mains. Le problème c'est que ce menu de roue des armes il ne sert pas simplement à équiper ces armes, mais il y a également les gadgets. Et sur certaines planètes on peut avoir besoin de 3 ou 4 gadgets. Donc pour peu qu'on commence à avoir 5 ou 6 armes, les places dans le menu étant limitées, et ben c'est l'enfer. Et on se retrouve à devoir faire pause et à ouvrir le menu des armes pour sélectionner manuellement chaque arme à chaque fois qu'on souhaite en changer. On pourrait se dire que c'est pas grand chose et que c'est pas grave, mais ça casse complètement le rythme d'un jeu qui est censé être hyper rythmé et plein d'action justement. J'ai pu lire aussi que certains fans de la licence qui ont découvert le jeu un peu plus tard trouvent ça bizarre que l'ouverture de la roue des armes ne mette pas le jeu en pause. Personnellement, je trouve que c'est un choix qui est assez pertinent, ça rajoute de la tension et de l'action dans le combat.
On peut pas prendre 40 minutes pour choisir l'arme qu'il nous faut. Une fois qu'on est en combat, il faut se débrouiller pour jouer vite. Un autre gros défaut d'ergonomie à mon sens, c'est le fait que certaines armes sont complètement inutiles à cause de la pauvreté de la palette de mouvements de combat de Ratchet. On peut pas se déplacer tout en visant, le lock de certaines armes est complètement aux fraises, ce qui fait que pendant la majorité de l'aventure, on va planifier ses combats en avance et éliminer un maximum d'ennemis avant que l'action ne commence. Principalement avec des armes à longue distance qui vont nous permettre un petit peu de cheese la difficulté du jeu. Un autre point qui fait vraiment vieillot, c'est le fait qu'il faille sélectionner à la main des gadgets avant de les utiliser, même quand ces gadgets sont indispensables à certaines phases de platforming. Et du coup, pour chaque obstacle, on se retrouve à ouvrir le menu, sélectionner le gadget qui lui est associé, effectuer l'action liée au gadget, puis recommencer pour l'obstacle suivant. Et ça casse complètement le rythme. Il aurait fallu que contextuellement, quand vous êtes proche d'un des obstacles qui utilise un gadget, avec une touche qui lui est associée, vous utilisez automatiquement le gadget. Et c'est ce que fera la série plus tard avec par exemple le Swinger, qui s'activera automatiquement lorsqu'on est proche d'une prise de Swinger. Et ça semble assez évident en fait. Malheureusement à ce stade de développement de la licence, le problème n'aura pas encore été affronté, et on se retrouve avec une action qui est encore une fois rigidifiée, jusqu'à outrance parfois, avec des phases de Swinger un petit peu complexes vers la fin du jeu. Et la majorité des défauts du jeu en 2025 viennent de ces soucis d'ergonomie qui font que le jeu semble très daté et qui supprime pas mal de fun. Mais c'est pas les seuls défauts, et les autres, on va les passer en revue maintenant. C'est peut-être la nostalgie qui parle, mais je trouve que ce premier jeu, il a un petit défaut dans le ton d'écriture et le narratif. Il y a déjà toutes les bases qui feront la grandeur de l'écriture des Ratchet & Clank suivants, avec déjà quelques personnages iconiques comme le Capitaine Quark ou même le duo Ratchet & Clank, mais je trouve que ce premier jeu, il a encore un ton un peu trop sérieux, avec son méchant un peu trop méchant, et pas assez débile. Mais ça vient peut-être aussi du fait que les cinématiques sont vraiment fonctionnelles dans ce jeu. Chaque cinématique a un but, c'est pas juste une petite pépite qui va nous faire marrer. Soit elles introduisent une nouvelle planète, soit c'est pour nous donner un nouveau gadget ou un nouvel objet. Maintenant, au même plan que l'ergonomie, le deuxième immense défaut du jeu à mes yeux, c'est son équilibrage. Alors qu'on s'entende bien, l'équilibrage de la globalité du jeu est excellente. Et il n'y a pas eu de gros pics de difficulté injustes qui m'ont donné envie de rage quit. Je trouve par contre que l'équilibrage de certains points va complètement à l'encontre de la sensation que voulait créer l'équipe de développement du jeu. Je pense principalement à l'équilibrage de l'argent dans le jeu, donc les boulons. Je rappelle que l'ambition du jeu, c'est de faire en sorte que le jeu soit explosif, fun, vitaminé, que chaque tir soit un petit shot de dopamine. Malheureusement pour vous, le jeu il vous explique dès la première heure de jeu que si vous commencez à utiliser vos munitions pour rien, vous en aurez plus et pas assez d'argent pour en racheter. Et donc vous en tant que joueur, vous prenez le réflexe de vous dire « Ah, donc ce serait pas mal d'utiliser ma clé à molette autant que possible et d'éviter de tirer si c'est pas strictement nécessaire ». Le jeu vous pousse très vite dans une situation où chaque tir est un investissement. Et vous allez devoir vous poser la question avant chaque balle tirée de savoir si ça vaut le coup ou pas d'utiliser des armes dont les munitions coûtent très cher. Pour moi, Ratchet & Clank, c'est vraiment le chaos avec des armes qui explosent de partout. Je suis pas censé avoir à compter chaque bombe que je lance pour ne pas en gaspiller. Donc si vous voulez pouvoir vous permettre d'acheter les armes quand elles apparaissent dans la boutique, il va falloir soit farmer, soit utiliser un maximum votre clé à molette. Et je trouve ça profondément triste. Et ce système économique, vous allez le tolérer pendant toute la partie, et le moment où ça va vraiment vous sortir par les yeux, c'est vraiment arriver au boss final. Le boss final est extrêmement tanky, il n'est pas particulièrement dur, mais généralement vous allez devoir utiliser absolument toute votre réserve de balles pour le battre. Sauf que si vous ne le battez pas et que vous mourrez, les balles elles vous sont pas rendues, et donc vous n'avez plus d'argent pour en racheter. Donc après 2 ou 3 tentatives loupées, bonne chance, vous allez devoir aller farmer pour tenter d'accumuler des boulons. Et alors, on se retrouve très vite à aller chercher sur internet une solution pour avoir des boulons facilement, et à part des glitches qui sont pas très rapides, y a pas grand chose. Et si vous êtes comme moi et que vous n'êtes pas du genre à farfouiller les niveaux dans les jeux de vidéo, c'est en général à ce moment-là que vous apprenez l'existence des armes en or, que vous allez en obtenir une en farmant un petit peu, et vous allez déglinguer le boss en 20 secondes. C'est dommage parce que du coup, aucune satisfaction. Pour moi, ce boss de fin, il est complètement loupé. Soit vous n'y arriverez pas parce que vous n'avez pas d'arme en or, soit vous le déglinguez en 20 secondes avec les munitions d'une seule arme parce que vous avez acheté une arme en or. Pour conclure sur ma découverte de ce premier jeu de la licence Ratchet & Clank, j'ai été bluffé par la capacité du jeu à innover et à nous amuser. Globalement, toutes les 10-20 minutes, il va se passer quelque chose qui relance notre intérêt et qui nous donne envie de continuer pour encore 10 ou 20 minutes. Que ce soit une nouvelle arme, une nouvelle phase de gameplay alternatif, ou même une nouvelle planète. Malheureusement, cette expérience de l'action platformer fun ultime de l'ère de la PS2, elle est un peu gâchée.
principalement par un équilibrage qui est assez mauvais et une ergonomie qui est complètement datée. Donc c'est un jeu que je conseillerais à découvrir en 2025 vraiment pour les gens qui n'ont pas peur du côté rétro des jeux. Si vous supportez pas les petites vieilleries dans les jeux, ce sera pas pour vous. Et je vous conseillerais plutôt de vous rabattre sur les jeux Ratchet & Clank un peu plus récents. De toute façon, l'histoire dans cette licence n'a pas beaucoup d'intérêt. Néanmoins, ce premier jeu, il a suscité mon intérêt. Suffisamment en tout cas pour que, dès mon affrontement avec le boss final et ma victoire sur lui, j'ai qu'une envie, c'est de me lancer dans le second jeu. Et ce second jeu, je vous en parlerai dans quelques semaines, puisque ce sera le sujet de ma prochaine vidéo. Et on essaiera de voir un petit peu si ce jeu fait mieux, moins bien, et si je l'apprécie tout simplement. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, un commentaire, ou même à vous abonner. Et nous on se retrouve dans très peu de temps, et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Allez, bye!